Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Voilà, bon, j'ai l'honneur de commencer cette journée avec le thème du brouillard mental. Donc j'espère ne pas trop vous embrumer et vous embrouiller dès le matin et que vous avez pris un bon café. Voilà, moi je suis Séverine Chasserio, je suis orthophoniste au SAP d'Olonne. Et contrairement à l'idée qu'on a souvent des orthophonistes qui s'occupent des gentils enfants, qui zozotent, on travaille aussi avec des adultes et des personnes âgées. Moi, je ne fais que ça. Je travaille avec des personnes qui ont des troubles neurologiques. Donc ça peut être des suites d'un AVC, d'un traumatisme crânien, d'une tumeur au cerveau, voilà. Et puis aussi des maladies neurodégénératives dont on entend de plus en plus souvent parler. Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Pourquoi est-ce que les gens viennent nous voir? Parce qu'ils ont des difficultés au niveau du langage, de la communication, mais aussi de toutes les fonctions associées. Ça peut être la mémoire, l'attention, l'organisation, l'orientation dans le temps ou dans l'espace. Voilà, le cerveau est quand même très complexe et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont reliées les unes avec les autres. Et quand ça déraille, ça devient compliqué à gérer. Alors, pourquoi le brouillard mental ou brouillard cérébral? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. C'est de plus en plus connu, j'ai envie de dire grâce au Covid. Alors le Covid n'a pas été une bonne période. Vous avez sûrement aussi tous entendu parler du Covid long. On connaît tous des gens malheureusement qui ont été touchés par cette difficulté, mais ça a permis de mettre en avant beaucoup de difficultés neurologiques au niveau du cerveau. Pourquoi? Parce qu'on a dans le monde entier eu des gens qui se sont plaints d'un Covid long. Donc le Covid long, c'était des difficultés encore physiques, mais aussi des difficultés mentales, des gens qui se plaignaient d'être dans le flou, d'être fatigués, de ne pas réussir à se concentrer, à rester attentif, et ça pendant des semaines, voire des mois, voire malheureusement pour certains, pendant des années. Donc on a commencé à se dire, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Finalement, voilà. Au départ, les médecins disaient, c'est physique, c'est-à-dire que vous avez une grosse fatigue due au Covid, donc c'est le temps que votre corps s'en remette. Bon, ok, mais les gens disaient non, mais moi je me sens mieux physiquement, mais ça va pas mentalement. Donc on leur a dit aussi, c'est dans votre tête, c'est psychologique. Vous avez vécu des choses difficiles, vous avez peut-être une petite déprime, le contexte n'est pas simple, allez voir un psychologue. Voilà, sauf que les gens disaient aussi, mais moi je suis pas dépressif, je vais bien, ma vie va bien, je suis heureux, et pourtant j'arrive pas à me concentrer dans mon travail. Donc face à toutes ces difficultés-là, on a commencé à faire des recherches scientifiques qui ont prouvé que c'est dans la tête, oui, parce que c'est dans le cerveau, mais c'est pas imaginaire. Les difficultés sont bien réelles. Les études ont montré qu'il y avait bien des lésions ou des petites inflammations au niveau des neurones du cerveau, et notamment au niveau de la zone de la mémoire qui s'appelle l'hippocampe. C'est un joli petit animal, mais c'est aussi une zone du cerveau. Voilà, je vais passer un petit peu mon diapo. Voilà, pour vous montrer, alors très schématiquement, à quoi ressemble notre cerveau. On imagine que vous me voyez de profil, la zone verte est devant, la zone bleue est derrière. D'accord? Ça, c'est un peu comment fonctionnent tous nos cerveaux à nous. Alors évidemment, c'est très schématique et tout est relié, tout est imbriqué, tout travaille en même temps. Mais en gros, il y a quelques zones qui sont plus ou moins organisées selon l'endroit de notre cerveau. On imagine un exemple tout bête, vous êtes en train de lire un livre. D'accord? D'abord, il y a la zone de l'orientation et de la perception, la zone bleue qui va s'allumer. Pourquoi? Parce que vous allez regarder votre livre. Vous avez en même temps la motricité, la zone violette qui s'allume. Pourquoi? Parce que vous tenez votre livre et puis vous êtes en train de tourner les bonnes pages. D'accord? À partir du moment où vous allez vous mettre à lire, il y a la zone du langage écrit qui s'allume parce que vous avez tous appris à lire. On apprend à décoder les symboles. Les lettres, on les décode pour apprendre à lire. Une fois qu'on a fait ça, il y a aussi la zone du langage oral qui s'allume parce qu'on a tous dans notre tête un dictionnaire interne avec le vocabulaire qu'on a acquis. D'accord? Donc là, on va aller chercher les informations. On va faire travailler nos fonctions exécutives. C'est la zone qui va nous permettre de comprendre et de faire du lien dans ce qu'on est en train de lire. On a la zone évidemment de la mémoire, parce que si vous lisez et que vous ne mémorisez pas ce que vous faites ou ce que vous dites, forcément c'est compliqué. Et puis, évidemment,
Il y a la zone de l'attention qui est en place tout le temps, parce que quand vous lisez, vous vous concentrez sur votre bouquin et non pas sur ce qui se passe autour. S'il y a la radio d'allumée ou que vous êtes sur la plage et qu'il y a les bruits des vagues, vous allez faire complètement abstraction de ça pour rentrer dans votre livre. C'est un exemple tout simple pour vous montrer que toutes les zones sont interconnectées. D'accord ? Quand on a des difficultés de ce fameux brouillard mental dont je vais vous parler, les difficultés sont surtout situées au niveau de la mémoire. Sauf que, comme je vous ai dit, tout est imbriqué et ça joue sur toutes les fonctions cognitives. Je vais passer un petit peu. Hop. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer qu'on a tous des moments de faiblesse. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas magique et il y a des moments où il sature, où il est un peu fatigué. C'est normal. Ce sont les choses normales de notre cerveau. On a tous parfois une sensation d'être un peu dans le flou, un petit peu fatigué, d'être un peu distrait. Si on a, je ne sais pas, un examen médical le lendemain, forcément qu'on va avoir du mal à s'endormir. On ne va pas être bien. Si on a des choses très importantes au travail, du stress, de la pression, on va avoir du mal à se concentrer, à rester intéressé par un film ou par une activité. Ça, ce sont les choses normales. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Comme tout le monde, on fait des pauses, on va prendre l'air, on va se coucher, on mange quelque chose qui nous fait plaisir. Ça, c'est le fonctionnement tout à fait normal. Notre cerveau n'est pas surhumain. On doit tous faire des pauses. D'accord ? Le problème, quand on a un brouillard mental, c'est que ces choses-là, elles sont insupportables. C'est-à-dire que on ne peut pas continuer comme ça ne fonctionne pas. On ne peut pas garder une vie normale, une vie quotidienne comme d'habitude, parce que on n'y arrive pas, tout simplement. Donc le brouillard mental, c'est quoi ? C'est un état transitoire des fonctions mentales. Ce que j'entends par transitoire, ça veut dire que, heureusement, ça ne dure pas dans le temps. On a des moments de répit où ça va mieux, d'accord ? C'est important de se dire ça. On se sent confus, on se sent lent à penser, on a du mal à se concentrer, à se souvenir des informations simples. Voilà, parfois, on ne trouve pas ces mots. Ça, c'est très, très agaçant. On veut dire quelque chose et puis on dit « mais dis-moi ». Voilà, c'est très, très pénible. On connaît tous ce problème-là. Voilà. Chez les patients atteints de brouillard mental, c'est quelque chose qui est très difficile à surmonter parce qu'on se dit « mais qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que je deviens fou ?» C'est vraiment compliqué. Donc, nous, on se retrouve avec des patients qui arrivent chez nous. Alors, pour tout vous expliquer, souvent, on a des gens qui se disent je vais essayer de surmonter ça tout seul. Tant pis, je vais me fatiguer, mais je vais surmonter le problème et puis je vais en faire encore plus. » Sauf que ça, c'est contre-productif parce qu'on s'épuise encore plus et ça devient pire. Donc, les gens arrivent chez le docteur complètement épuisés et le docteur finit par leur dire « mais monsieur, madame, vous êtes en burn-out ». C'est le terme à la mode, donc forcément, c'est très facile de dire ça. C'est-à-dire que vous êtes en déprime, vous êtes épuisé, arrêt de travail, ça va passer. Le problème, c'est que ça ne passe pas. D'accord ? Ça ne passe pas et les docteurs finissent par dire « bon, allez voir un psychologue ». Mais non, mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas la dépression. C'est vraiment l'inflammation du système nerveux provoquée par une autre maladie. Ce que je ne vous ai pas dit, effectivement, c'est que dans l'hypoparathyroïdie, on a des difficultés physiques notamment, on a une inflammation, on a des soucis qui provoquent les troubles aussi du cerveau. D'accord ? Les problèmes de brouillard mentaux, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence de votre maladie. Et c'est bien réel, c'est pas dans votre tête, ça existe vraiment et ça commence à être prouvé. D'accord ? Les recherches sont encore assez récentes sur le sujet, mais petit à petit, on arrive à prouver qu'il y a bien quelque chose à ce niveau-là. Donc, tout ça, c'est comment se manifeste le brouillard mental. On a beaucoup de difficultés. Alors, pourquoi le cerveau est embrumé ? C'est la question qu'on se pose. Alors, on a une maladie, donc je vous ai parlé du Covid, ça peut être aussi plein d'autres choses. On a des gens qui ont des brouillards mentaux après des cancers, après ou pendant une ménopause. Il y a beaucoup d'explications. On a d'abord une maladie de base et puis des symptômes, des facteurs qui peuvent être aggravants. Donc je vous en ai mis quelques-uns. C'est concomitant, c'est-à-dire que
la prise de médicaments n'entraîne pas le brouillard mental, mais l'hypoparathyroïdie plus la prise de certains médicaments, ça peut faire un effet néfaste sur les fonctions cognitives. Donc le stress, l'anxiété, la surcharge mentale, le manque de sommeil, la convalescence, si vous faites une bonne grippe en plus, ça n'aide pas. Votre corps il finit par être assez fatigué. Hop. Alors, la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce grave? On a des gens qui arrivent et qui nous disent, évidemment on va en parler, mais qui nous disent mais j'ai peur, est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer? J'ai des problèmes de mémoire, je ne suis pas assez concentrée, je perds le fil des conversations, j'arrive pas à me concentrer sur un livre, au bout de 3 pages, je ne sais plus ce que j'ai lu. J'ose plus aller au restaurant parce que le bruit ambiant de la salle me fait que j'arrive plus à me concentrer, qu'au bout d'1 heure, je suis complètement épuisée, je sature complètement, est-ce que je deviens fou? Donc non, ce ne sont pas les mêmes procédés. Quand on a un brouillard mental, je vous ai expliqué que c'est une inflammation du système nerveux. C'est-à-dire qu'on a des neurones dans le cerveau, notamment au niveau de la zone de la mémoire, qui sont inflammés. C'est un signal, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais ça veut dire stop, repos, je suis fatiguée, mon corps me parle et me dit qu'il faut que je me calme. Quand on a la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou une autre maladie neurodégénérative, on a des endroits du cerveau qui s'abîment et qui s'atrophient. Ça veut dire qu'ils se réduisent. Donc là, c'est très différent parce que les capacités qui sont perdues pour de bon. On ne les retrouvera pas. Alors que quand on a un brouillard mental, eh bien, les capacités elles vont être fluctuantes. Un coup, ça part parce qu'on est en pleine inflammation, mais le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, ça va mieux. Ou bien, dans 3 semaines, ça ira mieux. On récupère et on retrouve nos capacités tout à fait normales, ce qui n'est pas le cas dans une maladie dégénérative qu'on appelle aussi une démence. Voilà. Donc ce n'est pas grave dans la majorité des cas. C'est souvent temporaire. Alors malheureusement, il n'y a pas de miracle. Il y a des gens pour qui ça va durer 1 heure et un peu de repos et ça va mieux. Il y a des gens pour qui au bout de 2 semaines, 3 semaines, ils vont encore se sentir dans le flou comme ça. Et il y a des gens au bout de plusieurs mois qui vont toujours être gênés par ce brouillard mental. Ça dépend aussi forcément de ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes en vacances sous les cocotiers, vous aurez beaucoup moins besoin de faire travailler votre cerveau que si vous êtes chef d'entreprise à diriger 150 personnes et à faire une conférence toutes les semaines devant 300 personnes. Évidemment, on ne stimule pas tous nos cerveaux de la même façon. D'accord ? Ça peut dépendre aussi de l'hygiène de vie. Ça, on va en parler aussi. C'est fréquent. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça arrive à beaucoup de monde plusieurs fois dans sa vie, pour des contextes différents. Mais avant, on ne posait pas les mots sur ce trouble-là de brouillard mental. Donc il y a des gens qui se rendaient bien compte qu'il y avait des moments où ça n'allait pas, mais on ne savait pas dire pourquoi. Aujourd'hui, on l'explique. Et c'est réversible. Réversible, ça veut dire que, évidemment, on repart en arrière. Ce n'est pas comme une maladie d'Alzheimer, par exemple, où les troubles sont acquis et on ne récupérera pas. Là, le brouillard mental, il y a des moments où ça ne va pas aller, il y a des moments où ça va aller. C'est très, très fluctuant. Et puis, c'est censé être gérable, c'est-à-dire que vous vous connaissez tous et il y a un moment où vous vous dites « Là, je suis en train de lire un livre, mais vraiment, ce n'est pas le moment parce que je ne comprends pas du tout ce que je lis. Je vais arrêter, je vais faire une pause, puis on verra plus tard. » D'accord ? On imagine un petit peu un ordinateur. Nous avons tous une unité centrale dans la tête. Et parfois, on sait bien que nos ordinateurs, quand on les fait un peu trop travailler, ils sont en surchauffe, ils bug. D'un coup, ça se met à être très chaud, notre ordinateur se met à ventiler et on se dit « Ouh là là, il est grand temps que je fasse une pause et une mise à jour. » Donc on laisse l'ordinateur de côté, on va faire une pause et il met du temps à s'en remettre, mais finalement, il fonctionne toujours, notre ordinateur. C'est exactement le même principe pour notre cerveau. Voilà. Il ne faut pas non plus le banaliser. Je suis en train de vous dire que c'est pas grave, mais qu'à la fois c'est très enquiquinant. Donc c'est un petit peu contradictoire tout ça. C'est pas grave si vous êtes en vacances tranquille à ne rien faire et que vous pouvez vous reposer. Ça l'est davantage si vous avez une vie familiale, professionnelle, sociale et si ça vous gêne dans vos activités de la vie quotidienne. Dans ce cas-là, il faut absolument en parler. Donc je vous ai mis si ça vous gêne au travail, si ça dure plus de quelques semaines sans amélioration, il ne faut pas rester tout seul face à ça. Pourquoi ? Parce que ça va finir par jouer sur votre morale, évidemment. Et là, pour le coup, ça peut entraîner des déprimes, voire des dépressions. Parce que rester dans le flou comme ça pendant des semaines, il y a un moment donné où ça devient complètement insupportable. Et puis ça s'accompagne aussi
parfois d'autres symptômes inquiétants. Alors, ce que j'entends par inquiétant, voilà, il ne faut pas non plus dramatiser, mais si vous avez une perte d'appétit, si vous avez des problèmes pour dormir, si vous avez, je ne sais pas quoi, un mal de tête, quelque chose qui va avec, évidemment, il faut en parler à votre docteur. Vous avez peut-être un manque de quelque chose, faire des prises de sang, faire des examens complémentaires. Il ne faut pas non plus se dire, allez, ça va passer tout seul. Il faut quand même être sûr que ce ne soit rien d'autre de plus embêtant. Alors, heureusement, il y a des choses à faire pour essayer d'aller un petit peu mieux et pour gérer ce brouillard mental. Alors, la première chose, malheureusement, ça va être d'accepter. D'accepter de tourner en basse énergie, de se dire aujourd'hui, je ne peux pas faire ma compta, je ne peux pas faire mes impôts, c'est pas le moment. Je suis fatiguée, j'y arriverai pas, je ferai ça plus tard. Ça, c'est la première chose. Parce que si vous êtes en train de forcer systématiquement sur vos capacités cérébrales, ça va être contre-productif et il y a un moment où vous n'allez plus y arriver du tout. Vous n'allez pas pouvoir vous concentrer, pas pouvoir mémoriser, vous allez faire des erreurs. Donc, déjà, on lâche prise, on se détend et on se dit, ça, je remets à plus tard. Faire une seule chose à la fois, ça, c'est important aussi. Si vous vous mettez à faire votre cuisine, à aller voir vos enfants, à arroser vos plantes, vous pouvez être sûr que vous allez faire cramer votre casserole. On est tous passés par là, on a tous fait des petites choses comme ça parce qu'on avait une autre idée en tête, on était attentionnés sur autre chose et ça nous arrive à tous. Mais quand ça arrive toutes les semaines, tous les mois, ça finit par devenir difficile à gérer. Voilà, on note, on ne se dit pas « Allez, je fais un effort, mon rendez-vous de demain à 14h, je le garde en tête, 14h, 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 dans ma douche, je me dis 14h pour ne pas l'oublier. » Non, on se détend, on le note sur un post-it sur le frigo, et ça fait du bien, ça soulage. On fait des pauses régulières. Si on sent qu'on est un peu fatigué, eh ben on fait une pause. On regarde un film, on n'arrive pas à suivre, on est épuisé, eh ben on fait une pause. On fait l'entracte, on va faire la pause pipi, puis quand on repart, ça va un petit peu mieux. L'activité physique, je ne vous cache pas que c'est très important, avoir une bonne hygiène de vie. Je ne vous demande pas de faire du sport tous les jours, mais au moins d'essayer de marcher un petit peu. C'est très important pour aérer le cerveau et on sait que ça a des effets très très bénéfiques. Alors là, je ne vous l'ai pas mis, mais ça va avec la nutrition, évidemment. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre comment vous nourrir par rapport à vos difficultés de calcium, mais vous savez bien que c'est très très important. Et puis le sommeil. Alors j'ai juste ajouté sans écran, on est tous pareils, on est tous en train de regarder nos téléphones avant de dormir. On sait que ça active et ça stimule les zones cérébrales. Donc quand on est déjà fatigué, qu'on a déjà le cerveau un peu inflammé, si on stimule davantage les zones cérébrales, ça n'aide pas à bien dormir et surtout à avoir un repos qui soit bénéfique. Alors, on n'est pas obligé de rester tout seul face à ces difficultés. Je vous disais, quand ça ne va vraiment pas, qu'on n'arrive pas à gérer le quotidien, on peut se faire aider. D'abord, on va voir son médecin, évidemment, qui peut faire le point sur votre état de santé global. Il peut vous envoyer, alors c'est peut-être des termes qui ne vous parlent pas trop, la différence entre orthophoniste, neuropsychologue et psychologue. Je vais essayer de vous dire les choses le plus simplement possible. Les neuropsychologues souvent travaillent dans les hôpitaux, dans les unités notamment des centres mémoire au service de neurologie et de neuropsychologie. Ça, c'est si vraiment vous avez des troubles de la mémoire qui vous inquiètent. Dans ce cas-là, allez directement voir un neurologue ou un neuropsychologue. Il va vous faire une évaluation de vos fonctions cognitives. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, il vous reçoit avec votre conjoint, conjointe, avec quelqu'un de votre famille. Et là, vous expliquez un petit peu vos difficultés. Puis, il va vous faire des tests cognitifs. Ce qu'on appelle test cognitif, c'est quoi? C'est qu'il va vous faire des petits exercices de mémoire, d'attention, d'orientation, de raisonnement, de logique, de langage, pour faire un petit peu le point sur votre façon de fonctionner, sur ce qui va, sur ce qui va moins bien. Et une fois qu'on a fait tout ça, on comprend davantage quels sont les mécanismes qui vous enquiquinent au quotidien. L'orthophoniste travaille surtout en libéral, donc moi c'est mon cas, et moi je m'occupe plutôt de la rééducation de ces troubles-là. Donc on a des patients, ça je vais pouvoir pas mal vous en parler parce que c'est mon quotidien, qui viennent me voir, alors souvent qui sont inquiets. Ils ont vu leur médecin traitant qui leur a fait une ordonnance pour l'orthophonie parce qu'ils
Ils savent pas trop pourquoi d'ailleurs, ils ont des petits problèmes de langage ou de mémoire, mais ils savent vraiment pas ce qu'ils font chez moi parce que normalement on joue avec les enfants, hein, c'est ça une orthophoniste. Donc ils viennent me voir et ils me disent bon je sais pas ce que je fais là mais j'ai peur d'avoir Alzheimer. Et puis on a des aidants, alors je sais pas si vous allez vous reconnaître, mais qui vont en rajouter une couche en disant oui il écoute pas ce que je lui dis. Ou elle devient sourde, mais bon c'est quand ça l'arrange. Je vois qu'il y a des gens qui se sentent concernés. Voilà, on a aussi des gens qui vont nous dire j'ai le mot sur le bout de la langue et ça ne vient pas et ça m'agace et du coup j'ose plus parler en public avec mes amis, j'ai peur qu'ils se rendent compte que j'arrive plus à parler. Voilà, des choses très enquiquinantes comme ça. Au travail, des gens qui nous disent ce que je faisais avant dans une journée, j'y arrive plus, je suis obligée de faire des heures supplémentaires, ça va pas du tout. Nous, en tant qu'orthophonistes, on va déjà faire l'état des lieux. On va faire le point pour savoir, effectivement, dans votre quotidien, ce qui vous dérange. Et on va essayer de trouver des moyens pour compenser. D'accord ? J'ai une patiente qui a des gros problèmes de mémoire en ce moment et qui me dit, j'ai trouvé une technique. Donc elle est très contente d'elle. Quand elle met en route son lave-vaisselle, elle met aussi en route sa machine à laver. Comme ça, elle est sûre de ne pas oublier son linge mouillé dans la machine parce que le lave-vaisselle bip. Contrairement à la machine à laver, qui ne bip pas quand elle s'arrête. Donc quand le lave-vaisselle bip, elle sait que la machine à laver est terminée aussi, et ça lui permet de penser à son linge mouillé. C'est des choses toutes simples qui nous font sourire, mais c'est très important parce qu'au quotidien, ça l'embêtait vraiment. Et puis le psychologue qui peut aussi vous aider dans ces cas-là. Alors, j'insiste sur le fait que non, vous n'avez pas une déprime ou une dépression, mais par contre, les effets du brouillard mental peuvent jouer sur votre morale. Attention de ne pas faire l'inverse. Souvent, on vous a fait croire que c'était dans votre tête, que vous n'alliez pas bien et que vous aviez des difficultés de mémoire, de concentration. C'est plutôt l'inverse, d'accord ? Vous avez des problèmes au niveau neurologique, au niveau de vos fonctions cognitives, qui vous cassent les pieds toute la journée et au bout d'un moment, forcément, votre morale en prend un coup. Le vôtre et celui de vos proches. Parce que quand votre proche, il vous dit « mais je te l'ai dit 3 fois », mais oui, alors lui, ça l'énerve et puis vous, ça vous renvoie à vos difficultés. C'est difficile à gérer ça. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, c'est très important. Voilà. En résumé, pour faire le point sur tout ça, le brouillard cognitif, c'est réel. C'est pas dans votre tête, vous ne l'inventez pas. C'est pas de la paresse, c'est pas un manque de motivation. C'est vraiment des difficultés neurologiques qui s'expliquent scientifiquement et qui sont enfin expliquées et avérées, acceptées par les hautes autorités de santé et les organismes de santé. Les chercheurs sont d'accord enfin avec ces difficultés-là. C'est fréquent, alors ça s'accentue en période de stress, en période de fatigue. Évidemment, on a tous nos petites faiblesses et malheureusement, quand on a des périodes comme ça accentue les difficultés. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est améliorable. D'accord, avec des gestes simples, avec une bonne hygiène de vie, en essayant de mieux comprendre votre quotidien, ça permet d'améliorer tout ça. Voilà, je ne sais pas si tout est clair. N'hésitez pas. Merci. Ça va marcher. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Du coup, là, on a peut-être 5 minutes quand même pour des questions. Voilà. Donc, alors, juste par contre, il faut bien parler dans le micro, sinon après, du coup, on ne pourra pas avoir... Bonjour à tous, merci pour cette présentation. J'ai une question sur les orthophonistes, les délais d'attente pour... Donc, pour accéder à des rééducations, c'est pas toujours simple, mais dans le cadre, et ça s'adresse aussi à vous, docteur, dans le cadre des bilans de suivi qu'on a à l'hôpital, moi, je sais que ça me pose de vrais problèmes au quotidien, donc je note. Je note, mais j'oublie beaucoup. Aujourd'hui, ce qui m'a rappelé qu'il y avait la journée Hippopara hier, c'est Facebook et Christelle qui avait publié qu'elle était en route. Parce que j'avais complètement oublié. Donc on a pris la route hier à 11h à l'arrache en mettant deux trucs, en me disant « Oh merde !» Et en fait, pourquoi il n'y a pas... Enfin, pourquoi dans le cadre de nos bilans et de nos suivis, lors des hospitalisations de jour, est-ce qu'il n'est pas envisageable de faire des bilans neuropsy justement pour nous dire « Non, c'est pas Alzheimer » parce que mon mari finit par m'appeler Alzheimer. et donc, voilà.
Effectivement, c'est une bonne remarque. Alors, il y a forcément des ressources qui sont un peu limitées aussi. Honnêtement aussi, moi qui suis hypoparatologue, des fois, on n'y pense pas parce que c'est des sujets qui passent après la calcémie, après la tétanie, après ci, après ça, après les calculs rénaux, etc. Après, voilà, on essaie de mettre en place, on est plusieurs à se poser cette question. Et donc, moi, j'ai eu la chance de croiser Séverine et puis qu'on puisse commencer effectivement à le proposer aux patients aussi à Nantes. Et on va le proposer peut-être de plus en plus. Mais après, voilà, il faudrait des circuits dédiés. Mais les circuits dédiés, ça prend du temps, des professionnels. Mais je pense qu'effectivement, si vous rencontrez ces difficultés, vous êtes nombreux dans la salle à rencontrer ces difficultés de brouillard mental et que voilà, vous n'avez pas de traitement qui peut améliorer les choses, notamment on va en parler un peu, les traitements injectables, il ne faut pas hésiter à justement faire une ordonnance orthophoniste ou bilan neuropsychologique, etc. pour effectivement essayer de trouver des solutions. Je compléterai juste sur le fait que, effectivement, si j'ai rencontré Lucille, c'est parce que j'ai des patients qui est venu me voir, qui a sonné à ma porte en me disant ça va pas du tout, ça va pas. Donc je lui ai fait tout un bilan pour comprendre un peu son fonctionnement. Et il a envoyé mon compte rendu à Lucille, qui m'a appelé en me disant mais c'est ça, mais en fait tous mes patients sont comme ça. Donc déjà je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? Voilà, ce qui m'a intéressé un petit peu. Et alors oui, effectivement, les orthophonistes ont des temps d'attente épouvantablement longs. J'émettrais quand même un petit bémol là-dessus, qui est plutôt rassurant, c'est qu'effectivement, on voit beaucoup d'enfants en général dans la pratique orthophonique, mais nous, on considère que les bilans adultes neurologiques sont une priorité et une urgence. Évidemment, quand vous faites un AVC, on va trouver des créneaux pour vous prendre. Voilà, donc on considère que quand il y a des brouillards mentaux, chez des gens actifs ou chez des gens on essaye d'en faire une priorité et il n'y a pas 1 an et demi d'attente comme un zozotement chez un enfant de 5 ans. Il y a quand même des priorités par rapport à ça. Bonjour, merci vraiment d'organiser et de prendre de votre temps pour nous apprendre toutes ces choses-là. Je me permets, j'avais très honte de ça et j'en parlais très peu, mais je pense que je vais pouvoir peut-être partager ça. Le brouillard mental, donc ça fait un petit moment que ça m'accompagne, on n'avait pas encore le Covid. Et en fait, je suis sous Tanacan et ça marche super bien. Et le Tanacan, en fait, c'est du ginkgo biloba, mais comme c'est dédié par un laboratoire, on est sûr qu'il y a la teneur en ginkgo biloba. Et a priori, c'est pour les troubles cognitifs et c'est pas mal. Donc je sais que je ne suis pas médecin, mais en attendant, je me permets de partager cette expérience-là parce que ça m'a aidée lorsqu'il n'y avait rien d'autre. Voilà. Et alors, je vais me permettre du coup de mettre un bémol, toujours. Moi, je suis une scientifique, effectivement. Et donc, tant qu'il n'y a pas eu une étude qui montre qu'on prend quelque chose versus on prend un placebo et on démontre que, comme en plus, il y a une grande variabilité du brouillard mental, des facteurs associés, tant que ça n'a pas été étudié, je mets un bémol. Donc, voilà, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire c'est ça, c'est pas ça. Je suis d'accord. Mais voilà. Ça, c'est ginkgo biloba. Tanacan, c'est Vidal. Oui, mais ça n'a pas été testé dans le brouillard mental. Ça n'a pas été testé. Voilà. Ouais. Donc ça, juste parce que ça va peut-être aussi être l'objet de discussion aussi de toute la journée. Tout ce qui est traitements qui ne sont pas validés, demandez toujours à votre médecin, est-ce que soit il y a des données ou pas. Et là, moi, je vous dis, je n'ai pas de données, donc j'en sais rien. Mais est-ce que ça ne peut pas être néfaste pour votre maladie? Il y a des choses que vous ne pouvez pas prendre en tant qu'hypopara, des plantes, des choses qui sont soi-disant bonne mine ou tout ce que vous voulez, par exemple de la vitamine C de pharmacie, etc. Ça peut vraiment être mauvais dans votre hypopara. Donc attention et demandez toujours à votre médecin. Ok, on va peut-être juste prendre une toute dernière question après. Juste, je vous réponds aussi. Alors, il y a quand même des médicaments qui sont intéressants, notamment dans le cadre des troubles de l'attention. On entend beaucoup parler de TDAH, notamment chez les enfants. Et il y a des médicaments qui permettent de traiter les difficultés attentionnelles. Maintenant, effectivement, chaque brouillard mental appartient à chacun des patients. On est tous différents et pour l'instant, il n'y a pas forcément de preuve que ça fonctionne ou non, mais ça peut fonctionner. Quelque chose de, a priori, sain qui peut aider à stimuler les fonctions cognitives sur un temps précis, c'est le café. Je ne vous en ai pas parlé, mais le café est très bon pour... alors, il ne faut pas non plus en prendre 15 par jour, ni le prendre avant de dormir, mais en tout cas, ça peut aider. Alors, bonjour, merci de me donner la parole. Donc, moi, je suis allée voir une neuropsychologue sur La Rochelle qui travaille en libéral. Parce qu'en fait, je suis allée voir 2 fois la médecine du travail, qui m'a revue récemment avant ma reprise à mi-temps thérapeutique, qui m'a conseillé, parce que j'ai des gros soucis, alors j'ai effectivement des problèmes cognitifs, et j'ai également des gros soucis pour conduire.
Donc clairement, c'est compliqué. Donc le médecin du travail m'a conseillé d'aller voir un neuropsy. Donc ce que j'ai fait de suite. Donc là, ce n'est pas pris en charge. Moi, je veux le faire parce que j'estime que c'est important déjà pour savoir où on en est. Et par rapport à la conduite, parce que je vois que je ne suis pas en capacité de conduire, c'est 300 € donc, à ma charge. Parce que j'ai demandé du coup si c'était pris en charge, pas du tout, mais moi je le fais. Donc là, j'ai un rendez-vous bientôt. Sachant que ça peut me porter préjudice au niveau du travail, parce que moi, je n'ai pas de télétravail, donc ça va être... voilà. Le médecin traitant est au courant, voilà, je suis honnête. Alors, c'est la différence entre les neuropsychologues qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et qui vont vous faire un bilan, mais pas de rééducation derrière. Donc, ils vont vous faire un gros bilan qui va durer 2 heures, 2 heures et demie. Et après, vous aurez un compte-rendu qui expliquera toutes vos facilités, vos difficultés. Par contre, allez voir plutôt les orthophonistes qui sont remboursés, qui sont complètement pris en charge par la Sécu. Il faut une ordonnance d'un docteur. Donc c'est bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire. Ils ont l'habitude, c'est vraiment l'ordonnance type. Et ça, c'est complètement pris en charge par la Sécu, par les mutuelles ou par le 100% ALD si vous êtes en infection longue durée. Répète la question. Oui, alors oui, ce sont les mêmes tests, effectivement. Alors, attention à prendre une orthophoniste qui prend bien en charge les patients adultes, ce qui n'est pas le cas pour toutes. Mais de toute façon, elles vous le diront au téléphone lors de la prise de rendez-vous. Mais oui, sinon, ce sont exactement les mêmes tests. Et l'orthophonie derrière permet de faire de la rééducation orthophonique qui est prise en charge à 100%. Je vous propose qu'on avance. Merci encore Séverine. On va passer à la présentation d'après.